Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire national du FIPHFP, cette semaine porté par le Handipact Pays de la Loire. Et nous sommes réunis autour d'une thématique, découvrir ensemble l'offre de services des Cap Emploi. On a pour ceci plusieurs invités que vous allez découvrir tout au long de cette émission. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Donc, on est aujourd'hui à peu près 150 là connectés de toute la France, des trois versants de la fonction publique, État, hospitalière, territoriale. Je vois que ça échange déjà beaucoup de bonjours sur le chat, donc je vous invite tout au long de ce webinaire, bien évidemment, à poser toutes vos questions. On verra si on peut les prendre au fur et à mesure. Nous sommes ensemble à peu près pendant 1h30 et donc c'est parti autour de cette question, mieux découvrir, mieux appréhender l'offre de services des Cap Emploi. Pour cela, on va commencer par un petit jeu et je vais vous inviter, alors je vous partage l'écran, on essaie de jouer la modernité avec un QR code, vous allez voir. Je vais vous inviter, parce que vous allez être acteur pendant ce webinaire, à participer sur ce petit sondage en ligne et on va créer un nuage de mots collaboratif. Pour vous, c'est quoi Cap Emploi? Est-ce que vous pouvez nous partager à travers ce lien un mot, une expression, une qualité peut-être du service de Cap Emploi ou une mission que vous reconnaissez dans Cap Emploi et on va comme ça essayer de comprendre un petit peu mieux ensemble l'étendue de l'offre de services des Cap Emploi. Donc vous pouvez soit scanner le QR code depuis votre téléphone et participer au nuage de mots, sinon vous pouvez dans votre navigateur, je pense qu'Emeline va vous partager sur le chat, voilà le lien pour répondre à ce petit sondage. Donc ça, c'était pour commencer et pour se mettre en jambes. On va patienter quelques secondes, le temps que les uns et les autres arrivent. Là, je vois que ça monte encore le compteur. On est maintenant 158, 160 bientôt. Alors, en attendant que vous puissiez répondre, Cap Emploi. Alors, Emeline va nous partager le résultat, voilà, dans un petit instant. En attendant que vous puissiez répondre, j'ai le plaisir donc de compter parmi nous aujourd'hui deux invités de marque et une troisième qui va peut-être nous rejoindre sur quelques difficultés de connexion. Donc nous avons parmi nous Aude Labbé, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Voilà, du Cap Emploi 22 qui nous parlera de la partie plutôt accès à l'emploi. Et nous avons également le plaisir d'avoir Delphine Lacepte du 49 du Maine-et-Loire. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Voilà, qui nous parlera plutôt de la partie maintien. Et ça y est, on a les résultats et ça part dans tous les sens. C'est écrit un peu petit, le mot-clé, et je pense que Aude et Delphine, vous nous rejoindrez là-dessus. Le mot accompagnement, on essaie de parcourir ensemble ce nuage de mots qui bouge dans tous les sens. On a du recrutement, handicap, emploi, insertion, je vois de l'ergonomie, de l'adaptabilité, du suivi individualisé, des passerelles, des offres d'emploi, mais ça bouge dans tous les sens. Une RQTH, un acteur incontournable. Bon, c'est voilà, hein, vous ne direz pas le contraire non plus. En tout cas, merci beaucoup. Donc, ça nous permet déjà de dresser un petit panorama. Donc, après cette toute petite introduction, un sommaire assez succinct. Donc, voici un rappel de la page des invités. Sommaire très succinct, hein, une partie accès, une partie maintien qui vont guider cette matinée. Simplement, la raison d'être des Cap Emploi, vous l'avez dit à travers votre nuage de mots, c'est l'accompagnement, que ce soit des demandeurs d'emploi, des employeurs avec de la mise en relation entre des candidats et des potentielles offres, de l'accompagnement également des agents qui ont des difficultés de santé. Donc, on a une grosse partie accès, une partie maintien et une partie relation employeur. En tout cas, on a bien compris cette fonction centrale du rôle d'accompagnement, d'intermédiation entre personnes en situation de handicap, employeurs, monde du travail. Donc voilà, on commence déjà à voir un petit peu. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, le législateur pousse aussi à mobiliser le droit commun avec les dispositifs, on en parlera tout à l'heure, hein, il y a de nombreux dispositifs d'accompagnement qui existent dans le droit commun pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. Et Cap Emploi, dans cet écosystème d'acteurs, va être un premier niveau de spécialistes, on va dire, qui vont accompagner toutes les typologies de handicap. Pourquoi c'est pertinent d'avoir cet acteur aujourd'hui parmi nous et cet acteur dans l'écosystème?
Bah, évidemment, le handicap, hein, vous le savez, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous êtes très concerné par la question. Le handicap nécessite de développer des réponses adaptées, des réponses individualisées, de réaliser des diagnostics, des bilans, des compensations, d'avoir aussi de la médiation avec les employeurs et les collectifs de travail. Donc tout ça va nécessiter une expertise. Donc aujourd'hui, les questions qui vont nous guider, ça va être à quel moment mobiliser Cap Emploi, vous en tant qu'employeur, quelles réponses vont pouvoir être apportées par les services de Cap Emploi, que ce soit la partie accès ou la partie maintien. Quelles sont les bonnes pratiques en tant qu'employeur? Comment vous pouvez solliciter Cap Emploi dans une relation partenariale? Et donc, assez classiquement, on va avoir ces 2 temps forts. Est-ce que Delphine Belgadrieux, qui est notre DTH, a réussi à nous rejoindre et souhaite nous dire un petit mot d'introduction avant que nous entrions dans la première partie? Bonjour Delphine. Oui, alors j'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Ça y est. Est-ce que le son passe? C'est parfait. Très bien. Très bien. Donc oui, effectivement, c'est un webinaire. C'est un webinaire que j'ai souhaité mettre en place pour présenter l'offre de services globale des Cap Emploi, que ce soit sur l'accès à l'emploi ou sur le maintien à l'emploi, de façon à ce que les employeurs publics et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi puissent accéder à cette offre de services de façon assez évidente. Les Cap Emploi sont sur chaque territoire et donc sont des interlocuteurs de proximité. Et donc, on souhaitait aussi rappeler que le service des Cap Emploi est gratuit pour les employeurs. C'est-à-dire que vous pouvez les solliciter à tout moment, et puis bien sûr, ils répondront dans la mesure du possible. Mais voilà aussi ce qu'on souhaitait rappeler en préambule. Merci beaucoup Delphine, et puis je vous laisserai intervenir évidemment avec des remarques tout au long de ce webinaire. Je vous propose, pour commencer donc, d'entamer sur cette partie accès à l'emploi. Donc on va accueillir Aude qui va prendre la main sur cette partie-là. Aude, peut-être une première question sur cette partie accès à l'emploi. Est-ce qu'on peut accueillir et accompagner dans le cadre de Cap Emploi tous les types de profils? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot déjà sur les types de profils que vous recevez? Oui, pas de souci. Alors, le Cap Emploi accompagne donc les personnes en situation de handicap, quel que soit son titre de bénéficiaire. C'est-à-dire qu'en effet, on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les personnes qui ont une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, mais également des personnes qui ont une pension d'invalidité, retraite pour invalidité, une allocation adulte handicapé ou des rentes accident de travail. Donc, peu importe le type de bénéficiaire, nous pouvons les accompagner et quel que soit également le type de handicap dont souffre la personne. Donc, par rapport à ce profil-là, on est très large et on peut en effet être aidant par rapport à leur projet de reconversion. Aude, est-ce qu'on peut également, vous êtes en capacité d'accompagner à quel moment du parcours professionnel? Alors, à tout moment du parcours professionnel, on peut être amené à accompagner les personnes. Des personnes qui peuvent être dans le flou total de ce qu'elles vont bien pouvoir faire suite à un licenciement pour inaptitude, ou des personnes qui ont déjà une idée puisqu'elles ont pu déjà commencer à travailler le projet, mais qui ont besoin d'un soutien, un appui supplémentaire pour pouvoir poursuivre leur projet. Donc, à tout moment, voire même la recherche d'emploi, si nécessaire, en fonction de son parcours, on peut intervenir sans souci. Super. Et on a déjà une première question sur ce public accompagné dans le chat, une question de Marion. Est-ce que les agents en PPR, donc je rappelle la PPR, période de préparation au reclassement, peuvent-ils être accompagnés par Cap Emploi dans leur parcours de PPR? Je ne pense pas, puisqu'il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi au moment de l'accompagnement d'accès à l'emploi. On n'intervient pas pour les personnes qui sont encore… alors, PPR, j'imagine qu'elles sont encore en salariés au sein de la structure. Par contre, ce qui peut être envisageable, c'est que au moment de la transition, on va dire quelques semaines ou quelques mois avant que la personne envisage de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi, un tuilage avec le Cap Emploi peut se faire pour justement, dans le cadre de la prise de relais, que les choses puissent se faire et se dire, et justement qu'on puisse venir poursuivre le travail qui a déjà été mis en place. Et donc, on le verra tout à l'heure, on aura des relais possibles avec Delphine, évidemment, sur la partie maintien du Cap Emploi, on le verra.
Ok, super. Alors, je vous affiche un petit graphique pour se repérer un petit peu. On va se mettre dans la peau d'un demandeur d'emploi, justement. On a compris sur la partie recrutement, accès à l'emploi. Il faut donc être considéré demandeur d'emploi avec un titre ou exceptionnellement que la personne soit en cours de reconnaissance, mais en tout cas, un des titres qu'a mentionné Aude à l'instant. Et donc ensuite, si on se met dans les baskets d'un demandeur d'emploi, par quelles étapes de l'accompagnement on va passer? Et donc, on peut commencer, Aude, par la phase de l'accueil. Quand vous recevez une personne demandeur d'emploi, que va-t-il se passer, ou du moins, à quoi faut-il être vigilant dans cette phase de diagnostic où vous allez échanger avec la personne pour la première fois? Alors, c'est vrai que cette phase-là, elle est vraiment primordiale et je pense que c'est même la base du travail qu'on va pouvoir faire ensuite avec les personnes. C'est justement la phase d'accueil où la relation de confiance aussi va se faire avec la personne. Durant cette phase d'accueil ou de diagnostic, on va pouvoir échanger sur le parcours professionnel de la personne, sa formation, voir à quel moment la situation de santé s'est dégradée. Et c'est vrai que ce sont des moments parfois un peu délicats pour les personnes qui ont pu aussi vivre difficilement ces difficultés de santé. Donc, c'est à partir de cet échange-là qu'on va pouvoir travailler avec les personnes, savoir où elle en est, elle, dans son projet de reconversion et de reconstruction, parce qu'on peut aussi parler de reconstruction et savoir où est-ce qu'elle en est, elle, sur son acceptation, le deuil de son ancien métier, comment elle appréhende justement sa situation de santé, ses restrictions médicales, est-ce qu'elle les connaît, et de voir ensemble quel plan d'action, en effet, on va pouvoir mettre en place pour l'aider et à travailler un projet adapté et réaliste au regard de sa situation de santé. Donc, on imagine bien qu'en fonction d'une personne et une autre, en fonction de là où elle en est, elle, dans son travail de reconstruction, les étapes peuvent prendre plus ou moins peuvent être plus ou moins longues, mais l'objectif vraiment, c'est d'être en appui, en accompagnement et d'aller en fonction du rythme de la personne. Et ça, c'est vraiment très important. Et cette étape diagnostic, c'est vraiment un moment où la relation de confiance va se créer pour justement aider la personne à se projeter et d'envisager les champs des possibles, parce que c'est vraiment là que tout se joue, c'est pouvoir se dire oui, en effet, j'ai des restrictions médicales, oui, en effet, j'ai été licenciée, je peux plus faire peut-être le métier que je faisais auparavant, mais j'ai aussi un champ de possibles et justement, le travail avec le Cap Emploi, l'appui du Cap Emploi, c'est d'aller chercher le champ des possibles. Donc, cette phase-là, elle est primordiale. Merci beaucoup, Aude. Et en effet, je retiens en tout cas les termes adaptés et réalistes dans le projet aussi. On va avoir un cheminement. J'imagine que la personne arrive aussi avec ses projections, avec ses envies, peut-être parfois des envies délimitées sur un champ, et vous allez, vous, en tant que Cap Emploi, pouvoir lui ouvrir sur ce champ des possibles. Je reprends l'expression que vous avez pu employer. Et une fois que cette relation de confiance va être nouée, que la personne vous a rencontré peut-être une fois, deux fois, vous l'avez dit, ça peut être aussi sur un temps assez long. Parfois, ça va prendre du temps. Et là, il n'y a pas forcément de limite de durée ou de règle, on va dire, sur la durée de l'accompagnement. Une fois que cette relation de confiance est nouée, on va rentrer dans la phase d'élaboration du projet professionnel. Et donc là, on va le voir, on va pouvoir, c'est un peu là que Cap Emploi va pouvoir sortir sa boîte à outils, on va dire, toujours dans cette relation de confiance, mais boîte à outils pour pouvoir justement travailler sur ce champ des possibles et élargir la vision que la personne pouvait avoir, ou alors si elle avait une idée précise, ça va pouvoir être l'occasion de confirmer ou d'infirmer ce souhait d'évolution professionnelle. Alors, sur justement les acteurs et les dispositifs qu'on peut mobiliser, comment vous y prenez, Aude, dans cette phase d'élaboration du projet professionnel, sur quels acteurs ou quels dispositifs on peut compter? Alors, c'est vrai que le Cap Emploi travaille jamais seul et ça, c'est hyper important. On travaille avec les partenaires autour de nous pour justement faire en sorte que les personnes puissent travailler un projet réaliste et réalisable. Les partenaires, ils peuvent être des partenaires de droit commun, c'est-à-dire qu'on dit droit commun ouvert à tout demandeur d'emploi. Parfois, on peut mobiliser ce qu'on appelle des prestations collectives, c'est-à-dire qu'on sait que ces prestations-là permettent aux personnes d'être en dynamique et d'avoir un formateur qui est là pour les accompagner dans toutes les étapes et toutes les démarches. Donc, on a aussi ce qu'on appelle les PMSMP. Vous avez dû sûrement en entendre parler. Alors, PMSMP qui veut dire période de mise en situation en milieu professionnel. Ce sont des conventions de stage, donc le Cap Emploi est prescripteur de ces conventions de stage qui permettent aux personnes de pouvoir aller se tester sur
en structure pour évaluer si en effet l'idée que j'avais du métier, eh bien c'est bien la réalité du terrain, de découvrir peut-être aussi des métiers, voilà, mais et aussi c'est pouvoir se tester et d'évaluer si en effet au regard de ma situation de santé, les postes ou les métiers que j'envisageais sont bien adaptés à ma situation de santé. L'objectif, c'est surtout de pouvoir mettre la personne sur le terrain et de pouvoir, peut-être après une phase d'inactivité importante, c'est important de se retrouver là sur le terrain, de rencontrer d'autres personnes, un autre collectif de travail, parce que même si on est en stage, on a un collectif de travail avec qui on est amené à réaliser ce stage. Et c'est vraiment raccrocher au terrain et de vérifier l'adéquation du poste au regard des souhaits professionnels et des restrictions médicales. Super. Aude, juste, il y a une question. Je vois que ça parle des PSOP sur le chat en ce moment. Il a, en effet, comme quelqu'un a pu le signaler, et merci d'ailleurs, Mallory, pour cette remarque, été inclus dans un dispositif qui vient d'être lancé, en tout cas il y a quelques mois, qui s'appelle Inclus Pro, dont les employeurs publics peuvent bénéficier. Et c'était inscrit sur la slide, Inclus Pro, dans cette phase d'élaboration du projet professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce nouveau marché ou ce nouveau dispositif Inclus Pro? Oui, pas de souci. En effet, auparavant, on parlait des formations courtes AGFIP, qui étaient plutôt des formations collectives, qui sont financées par le FIP et l'AGFIP. Et il y avait la PSOP, qui était plutôt un accompagnement individualisé. Donc, il y a eu un lancement d'un nouveau marché, là, en juin 2021. Donc, on ne parle plus, alors on change en effet les termes, on appelle l'Inclus Pro. La PSOP va du coup s'intégrer dans cette fameuse, on va dire ce dispositif Inclus Pro qui se décompose en 3 étapes. Il y a l'Inclus Pro, on va dire projection, qui est là plus pour permettre aux personnes de se projeter dans un nouveau métier. On est là plutôt sur une phase de deuil, voilà, des personnes qui peuvent avoir du mal à accepter, ne sait pas trop quels sont justement ces champs des possibles. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner sur une durée de 3-4 semaines pour s'orienter vers un projet professionnel. La différence avec les anciens marchés, c'est que lorsque la personne intègre une Inclus Pro, il y a une période de SAS où là, c'est vraiment une période où on va individualiser les rendez-vous, où la personne va pouvoir échanger et ensuite construire quelles seront les étapes du parcours à venir au regard des besoins individuels et personnalisés des personnes. Et ensuite, en fonction de ce SAS, des objectifs qui vont être rédigés par la suite, on pourra lui proposer, on va dire, des troncs communs avec des ateliers collectifs, mais également des ateliers plutôt individualisés avec des rencontres individuelles qui vont permettre à la personne, en fonction de son souhait, de ses potentiels, d'avancer dans son projet professionnel. Donc, voilà, ça intègre du collectif et de l'individuel. Donc là, je vous ai parlé de la projection. Il y a une autre étape qui est plutôt la valorisation, qui concerne plutôt les personnes qui ont déjà une idée de projet et qui ont besoin d'aller se tester et de le vérifier sur le terrain. Donc, c'est une période plus longue où là, les personnes ont des périodes de stage qui vont leur permettre de vérifier leur projet. Et il y a l'Inclus Pro, la dernière Inclus Pro, qui est plutôt valorisation, où là, on est plutôt sur un public qui est prêt à l'emploi, un public qui est prêt à l'emploi et qui a besoin de pouvoir se tester sur les simulations d'entretien, sur comment aussi je parle de ma situation de santé, comment j'en parle de façon positive, à quel moment j'en parle dans le cadre de la discussion avec un employeur. Donc, c'est une prestation qui est plutôt sur je crois que c'est 2 semaines, où là, on est vraiment sur dynamiser la recherche d'emploi. Donc, cette Inclus Pro, elle est vraiment spécialisée pour les personnes en situation de handicap et le cœur du travail de projet se fait pour que du coup la personne puisse en effet s'orienter vers un projet professionnel adapté et réaliste au regard de sa situation de santé. Alors, si on récapitule, donc Inclus Pro se déroule sur plusieurs semaines. C'est un accompagnement qui alterne à la fois des phases d'accompagnement individualisé et des périodes d'accompagnement en collectif. Et ce dispositif Inclus Pro se passe en plusieurs étapes. Aude nous en a présenté 3. Alors, Aude, j'ai plus les mots-clés en tête. Projection, construction et valorisation. Voilà. 3 étapes d'Inclus Pro qui sont adaptées aux différents types de profils, on va dire, avec des projets professionnels plus ou moins mûrs, donc qui vont pouvoir répondre à différents types de besoins. Et donc, ce dispositif Inclus Pro, en résumé, absorbe, si j'ai bien compris, une partie
enfin en tout cas ce qu'était auparavant la PSOP. Donc beaucoup d'entre vous ont demandé la PSOP, c'était une prestation d'orientation. Et donc maintenant, on parlera plutôt de ce dispositif Inclus Pro. Inclus Pro, tout à fait. Voilà. Alors, je vous remets rapidement la slide où vous retrouviez en fait ces différents dispositifs. Donc, on le voit ici, hein, prestations d'orientation collective, donc plutôt issues du droit commun. Prestations Inclus Pro qui sont donc réservées aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou aux personnes ayant une RQTH. On a également dans les prestataires mobilisables au moment de cette élaboration du projet professionnel des prestataires experts sur des typologies de handicap qui sont les prestations d'appui spécifiques ou prestataires d'appui spécifiques. Est-ce que Aude, vous pouvez aussi nous en dire un petit mot? Oui, donc communément appelés les PASS, motrices, visuelles, auditives, cognitives, psychiques, mentales. Donc voilà, comme je vous donne un peu le catalogue, vraiment, on peut être amené à mobiliser justement les partenaires qui vont être spécialisés sur une typologie du handicap pour permettre de venir affiner un petit peu le diagnostic et surtout d'identifier des besoins et des préconisations en termes éventuellement d'aménagement. Donc, c'est forcément des partenaires incontournables parce que on a le Cap emploi va être, on va dire, généraliste sur le champ du handicap, mais par rapport à des situations individuelles, on aura en effet besoin d'avoir un diagnostic un peu plus affiné sur le handicap, les difficultés et les préconisations en termes de compensation ou d'aménagement. Donc, c'est avec ces partenaires-là que l'on est amené à travailler régulièrement, que ce soit dans le du travail de projet, la mise en emploi derrière, on en parlera, mais également, et Delphine nous en parlera également, dans le cadre du maintien en emploi. Super, merci beaucoup. Donc, c'était pour nous l'occasion de rappeler que Cap Emploi est un acteur ressource indispensable et que, évidemment, un de ses rôles, ça va aussi être de mobiliser les champs d'expertise disponibles sur le territoire, pouvoir aussi vous mettre en relation, aller chercher en tout cas les expertises là où elles sont. Et donc, les prestataires d'appui spécifiques en font partie. Parmi donc cet inventaire un petit peu des dispositifs, ce tour d'horizon qu'on a pu faire, on a quelques questions, notamment de Didier qui nous demande « Inclus Pro est-il valable sur tous les territoires, régions et départements ?» À mon sens, oui. Le dispositif, cela dit, est assez récent. Je sais notamment pour travailler en Île-de-France sur d'autres sujets qu'il se déploie petit à petit et que les premiers accompagnements sont tout juste en train de se lancer. Donc, je n'ai pas en tête la situation de toutes les régions. Aude, en préparant ce webinaire, vous me disiez qu'en région Bretagne, il y avait déjà des accompagnements qui étaient lancés sur ce dispositif. Donc, il est possible que selon les régions, on soit à un niveau de mise en œuvre un petit peu différent, un état d'avancement un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui a vocation à s'étendre sur le territoire national, en effet. On avait une deuxième question de Christelle. Est-ce qu'un agent en arrêt peut intégrer Inclus Pro? Est-ce que, Aude, vous aviez la réponse? Alors, il me semble que oui, pour en avoir échangé sur notre territoire. Après, il y a des ajustements à faire puisqu'une personne qui est en arrêt, il faut voir avec le médecin du travail l'autorisation à ce qu'il puisse en effet réaliser la prestation et voire même des stages en structure. Mais le public salarié en arrêt, il me semble, peuvent en bénéficier. À confirmer, mais à ce moment-là, on pourra, du coup, je pourrais aller chercher l'information et j'imagine au retour, on pourra vous refaire une confirmation, mais pour moi, oui. Oui. En fait, je réponds juste. Oui. Delphine, donc le duo de Delphine nous confirme que c'est bien possible. Deuxième question sur Inclus Pro, faut-il être demandeur d'emploi pour bénéficier d'Inclus Pro? Bah là, du coup, entre statut demandeur d'emploi salarié, il me semble que l'obligation, c'est d'avoir un titre de bénéficiaire. On a des personnes qui peuvent aussi être salariées et qui travaillent à temps partiel, qui peuvent en bénéficier. Tout dépend, du coup, de la disponibilité de la personne. Je crois que le statut demandeur d'emploi n'est pas une obligation. Voilà, le tout, ce sera d'avoir un titre, l'un ou l'autre, soit une RQTH, une allocation adulte handicapé, enfin voilà, l'un des titres en tout cas qui permet d'être dans le champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, je regarde rapidement. Donc, Sabine nous confirme en effet que salariés et agents en arrêt peuvent bénéficier d'Inclus Pro. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a pas mal de remarques. Je vous remercie aussi, en tout cas, les uns et les autres, d'enrichir au fur et à mesure sur le chat. On a un deuxième webinaire qui se passe quasiment en direct. Et je remercie également Emeline, qui est
sur l'animation du chat, voilà, pour enrichir au fur et à mesure. Je regarde également sur notre slide, on avait fait à peu près le tour. En effet, un peu pour résumer. Oui, Aude, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, je voulais parler du Duo Day puisque ça va bientôt arriver et que c'est le 18 novembre. J'allais y venir. Ah, d'accord. Non, mais allez-y, allez-y. Et c'est vrai que le Duo Day arrive en plus dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 15 au 21 novembre. Et c'est vrai que le Duo Day est aussi un outil, un dispositif hyper intéressant puisque ça permet à une personne en situation de handicap sur une journée d'aller au sein d'une entreprise auprès d'un professionnel pour découvrir son métier. Et c'est aussi un super outil pour découvrir parfois des métiers qu'on n'aurait même pas envisagé, de se remettre aussi sur le terrain, aussi d'accueillir au sein de vos structures des personnes en situation de handicap. On est aussi là sur une sensibilisation, une information. Et c'est vrai qu'on a pu voir, suite même l'année dernière, en 2020, des duos qui se sont concrétisés par la suite par une PMSMP plus longue, ensuite sur un contrat. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une plus-value à ce type de dispositif. Donc, voilà, les personnes en situation de handicap, les structures, les employeurs qui souhaitent participer à ce Duo Day, il faut aller sur la plateforme, s'inscrire, proposer voilà les postes sur lesquels vous aimeriez accueillir une personne en situation de handicap, et ensuite avec les Cap Emploi ou voire même les partenaires de l'insertion sur vos territoires, de pouvoir créer des duos, et c'est vraiment une action très intéressante. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Aude, pour ce moment de promotion du Duo Day. En effet, hein, c'est l'une des réponses possibles sur les voies d'immersion et également de sensibilisation pour vous en interne en tant qu'employeur pour réaliser une action pendant, en plus, elle se déroule donc pendant la SEPH cette année, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc profitez-en. Et de manière générale, toutes ces solutions, hein, Aude nous a mentionné la PMSMP, vous en avez échangé également sur le chat, on a parlé du Duo Day, on peut faire des stages en entreprise, etc. Et tous les dispositifs d'accompagnement. Tous ces dispositifs et acteurs ont vocation à se confronter à ses propres projections et vérifier ou infirmer les représentations qu'on peut avoir, hein, et Aude, je vous laisserai confirmer, enfin voilà, réagir éventuellement, mais pour la personne, c'est vraiment l'occasion de se projeter ou pas, de rencontrer des employeurs aussi pour se forger une nouvelle réalité du monde du travail, pour pouvoir aussi se confronter à l'intégration dans une nouvelle équipe, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des peurs, comment est-ce qu'on met ça en place, et donc ça va évidemment être une pierre fondamentale dans l'élaboration du projet professionnel. Pour poursuivre là-dessus, la dernière étape de notre petite flèche d'accompagnement, enfin schéma d'accompagnement, c'est l'étape formation. Donc là, vous avez aussi un rôle en tant que Cap Emploi, puisque parfois, selon cette phase d'élaboration du projet professionnel, la personne peut choisir ou il peut s'avérer nécessaire de passer par l'étape formation. À ce moment-là, Aude, quel va être votre rôle, vous, en tant que Cap Emploi dans l'accompagnement ? Là, on va vraiment être une personne ressource pour justement, parmi toute l'offre de formation qui existe sur les différents territoires, de pouvoir aller repérer quelles sont les formations qui correspondront au mieux aux besoins de la personne. Mais également, le nerf de la guerre, ça va être aussi le financement, c'est-à-dire qu'on va être aussi aidant pour aller rechercher le financement possible pour que la personne puisse intégrer la formation dans les meilleures conditions possibles et de sécuriser aussi la rémunération durant le temps de la formation. Les financements, c'est vrai qu'ils sont… on va aller chercher le droit commun, hein, comme partout en priorité, hein, avec par exemple le CPF de la personne. Donc ça va être vraiment la priorité. Ensuite, en fonction des régions, on va pouvoir en effet aller chercher les catalogues des formations qui sont financées de façon collective. Alors c'est vrai qu'en Bretagne, on parle du Qualif Emploi Programme. C'est-à-dire que c'est la région qui va venir financer des places de formation auprès des organismes de formation et les recrutements. À partir du moment où la personne va être retenue sur la formation, le financement sera pris en charge. Parfois, on va aller chercher des financements aussi individuels pour que justement l'offre
programme n'existant pas sur le territoire, d'aller construire avec la personne les financements. Donc là, on va aller chercher le CPF, le droit commun, parfois Pôle emploi. Et s'il le faut aussi, on peut aller chercher la GFIP et le FIP, du coup, qui travaillent ensemble pour venir en complément du droit commun sur le cadre de cofinancement pour permettre à une personne s'il y a un reste à charge, de pouvoir justement prendre ce reste à charge. Donc vraiment, on est là pour l'ingénierie de financement de formation et également sécuriser l'intégration en formation, c'est-à-dire qu'une fois que la personne rentre en formation, il faut s'assurer que tout se passe pour le mieux et que du coup, les choses aient été anticipées en amont, savoir quels sont les aménagements nécessaires pour permettre à la personne de réaliser sa formation dans les bonnes conditions. Donc, anticiper en amont les aménagements et voir avec l'organisme de formation s'ils ont le matériel nécessaire ou organisationnel pour permettre à la personne d'intégrer de façon la formation de façon optimale. Voire même, dans le cadre de la formation, il y a un suivi qui est réalisé pour faire le point et de s'assurer et de venir en pompier de service de temps en temps pour si jamais la personne se trouve en difficulté et d'identifier quelles sont les choses à mettre en place pour sécuriser son parcours de formation. Donc, super. Voilà. En effet, on en parlera tout à l'heure, mais la phase d'intégration, de suivi dans l'emploi ou dans la formation va être très important pour pérenniser aussi les actions qu'on va mettre en place. Aude, avant de passer sur la partie relations employeurs, on va dire, je vais prendre quelques questions qu'on a dans le chat. Une question de Daniel qui nous demande « Est-ce que les personnes en retraite pour invalidité qui ne sont pas reconnues encore BOE peuvent-elles être accompagnées par Cap Emploi ?» Oui, retraite pour invalidité, les personnes peuvent être accompagnées par le Cap Emploi. Alors, il faut qu'ils soient inscrits en tant que demandeurs d'emploi, c'est toujours quand même la priorité, inscrit en tant que demandeur d'emploi, mais une personne qui a une retraite pour invalidité, peut être accompagnée également par les services du Cap Emploi. Super, merci pour cette réponse. Une deuxième question d'Aurélie, plus pratico-pratique. Pourrait-on avoir des supports de présentation des prestations de Cap Emploi pendant nos entretiens? Et donc là, je m'adresse également aux personnes de Cap Emploi qui nous écoutent et qui sont connectées aujourd'hui. J'imagine qu'il existe un certain nombre de plaquettes de présentation, etc. Aude et Delphine, je ne sais pas si vous souhaitez en dire un petit mot, mais sinon, je vous invite évidemment à vous rendre sur le site internet du Cap Emploi de votre département. Nous avons mis aussi des plaquettes pour Bretagne et Pays de la Loire. Les plaquettes de présentation des Cap Emploi ligériens et bretons sont sur le site du Handipact. Voilà, donc vous retrouverez toute cette information en ligne et puis on pourra également vous le transmettre soit sur le chat si Émeline nous entend, soit a posteriori de ce webinaire. Une dernière petite question d'Anna sur le Duo Day. Comment s'assurer, et là c'est une question ouverte à toutes les trois, comment s'assurer que les personnes accueillies peuvent réellement se projeter sur le métier présenté? Alors, expérience, Anna nous dit, des expériences passées, les personnes accueillies ne pouvaient pas se projeter sur le métier présenté. Alors, parfois, il y a peut-être des loupés aussi sur les duos, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut le garantir avant le duo D? Je ne crois Alors, pas. la stratégie… La stratégie de la personne va être différente. Soit, en effet, elle va souhaiter découvrir parce qu'elle ne connaît pas, elle se dit, tiens, c'est intéressant que j'aille ouvrir justement ce champ des possibles. Et le duo va pouvoir montrer qu'en effet, ça ne va pas être adapté. Mais je trouve, dans l'esprit, le fait que déjà, le fait d'avoir été en entreprise et ça testé, c'est déjà quelque chose de gagné. L'autre stratégie, c'est de se dire, moi, ce métier-là, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, j'ai déjà ciblé des métiers bien spécifiques dans ce duo day et je vais cibler par rapport à mon souhait professionnel. Et là, du coup, ça va permettre par la suite de poursuivre sur une PMSMP ou comme je vous le disais tout à l'heure. Mais vraiment, la stratégie du duo day va être différente d'un individu à l'autre, quoi. Oui, moi, je peux apporter un complément sur la partie maintien. J'ai eu accompagné des personnes qui ont fait des duo day également pour valider ou pas certains postes et puis vraiment dans un esprit de découverte. Après, bien sûr, on sait très bien que c'est une durée qui est assez limitée, donc ça reste quand même compliqué en fait de pouvoir bien identifier, de pouvoir bien déjà comprendre toutes les tâches en peu de temps, mais
quand même, ça aide beaucoup, quoi. Moi, j'ai eu j'ai eu des expériences qui ont été très bénéfiques et très positives pour les personnes. Quitte à revenir sur la collectivité d'origine et à s'engager dans un projet autre. Donc, on peut pas s'assurer à 100%, mais en effet, c'est un dispositif accélérateur qui permet de se tester, qui peut donner des suites aussi dans la collectivité, comme vient de l'indiquer Delphine. Merci beaucoup pour et juste pour, c'est aussi un petit point pour le collectif de travail qui reçoit la personne. Moi, j'ai eu des retours très positifs aussi. Voilà. Super, mais oui, en effet, c'est tout l'intérêt de cette opération, c'est que dans les deux sens, ça va apporter autant à la personne qui est accueillie que l'équipe ou la personne qui est accueillante. Voilà, notamment pour le handicap invisible. Tout à fait. Du coup, ils ne s'imaginent pas du tout, en fait, recevoir quelqu'un. Voilà, ça a aussi un impact sur l'image qu'on peut avoir des situations de handicap. Voilà. Absolument. Et donc, juste Cap Emploi, dans cette opération du OD, va avoir un rôle d'intermédiation, enfin en tout cas de mise en relation des binômes. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec... alors, le site internet est fait pour ça, mais si vous êtes déjà en contact ou si ça peut être aussi l'occasion d'entrer en contact avec le Cap Emploi de votre département. Donc, voilà, n'hésitez pas également à vous saisir de cette opportunité. Alors, maintenant que, pour clôturer ce chapitre sur la partie accès à l'emploi, recrutement, je vous propose maintenant qu'on s'est mis dans les baskets d'un demandeur d'emploi, de vous mettre plutôt avec le regard employeur, puisque ce matin, vous êtes 180 côté employeur, fonction publique. Comment vous, en tant qu'employeur, vous pouvez mobiliser Cap Emploi? Et on a ici quelques pistes de réponse. Peut-être, Aude, je peux vous laisser répondre à cette question. Oui, à quel moment, j'ai envie de vous dire, le plus vite possible, ou au moins même si vous avez juste pour de l'information, de la sensibilisation, c'est-à-dire que vous avez peut-être ou pas un projet de recrutement, mais vous aimeriez savoir comment travailler avec le Cap Emploi pour repérer des profils, des candidats en vue d'un recrutement à court, moyen, long terme. Vous pouvez tout à fait appeler les services du Cap Emploi pour déjà avoir une première information, une première sensibilisation sur le recrutement et l'emploi des personnes en situation de handicap. Si vous pouvez aussi avoir un projet avéré de recrutement et vous aimeriez savoir quelles sont les aides dont vous pourriez bénéficier. Donc, le Cap Emploi est là également pour vous informer sur les aides mobilisables dans le cadre d'un recrutement d'une personne en situation de handicap. On peut aussi intervenir pour in situ directement au sein de votre structure pour repérer les offres, les postes de travail, l'environnement de travail, pour que justement on ait une idée très fine des postes en vue justement de vous proposer par la suite des profils adaptés en fonction de vos besoins. Et forcément des profils dont le projet est adapté aux besoins de vos structures. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est aussi cette relation entre le conseiller Cap Emploi et l'employeur qui va permettre d'affiner les choses et surtout de pouvoir proposer des profils les plus adaptés possibles à vos besoins. Donc ça, c'est très, très important, ces visites et ces échanges au sein même de vos structures. Pardon. Ensuite, ce qui est important à retenir, c'est plus on sera dans l'anticipation, mieux ça sera, parce que vous imaginez bien le fait de venir vous rencontrer, d'évaluer quels sont les dispositifs les plus adaptés. On pourra parler de l'apprentissage, on peut parler aussi des contrats aidés, mais en fonction de vos souhaits de recrutement, vos besoins, de la temporalité, s'il y a un départ en retraite, de tout ça, le conseiller Cap Emploi va vraiment pouvoir vous proposer les dispositifs et les aides les plus adaptés en fonction de votre projet de recrutement. C'est vrai qu'on parle d'apprentissage, c'est un levier important au sein des Cap Emploi pour justement permettre aux personnes de retrouver un emploi tout en se formant. Il faut savoir que, vous le savez peut-être, que l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on peut avoir 40, 50 ans et pouvoir bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Et ça a vraiment une plus-value pour les personnes dans le cadre de leur retour à l'emploi, se former tout en étant
salariés. Donc ça, c'est vraiment un levier important. Mais pour pouvoir anticiper tout ça, enfin pour pouvoir mettre en place ce type de contrat, il est important qu'on vienne vraiment en amont. J'ai un exemple concret, si j'ai le temps d'en parler, mais on a eu par exemple une structure, une personne en situation de handicap. Alors là, en l'occurrence, c'était un jeune homme qui était en préapprentissage, qui était malvoyant, enfin qui est malvoyant, et dans le cadre de son préapprentissage, a réalisé un stage en cuisine. On était quand même sur un handicap assez important, et du coup dans le cadre du préapprentissage, un employeur s'est dit moi voilà, je l'ai reçu en stage et j'aimerais bien pouvoir l'accueillir en apprentissage. Donc on a mis, avant même le démarrage du contrat d'apprentissage, une prestation d'appui spécifique avec pour ses difficultés visuelles. Avec l'ergo est venu sur le poste au sein de l'entreprise, a pu évaluer les besoins d'aménagement. On a pu également anticiper au niveau du centre de formation, puisque voilà, au niveau de l'apprenti, c'est aussi anticiper et travailler avec le référent handicap du centre de formation pour évaluer quels seraient les besoins en termes d'aménagement. Et tout ça en amont du contrat d'apprentissage, et c'est-à-dire qu'au moment où le jeune homme a signé son contrat d'apprentissage le 1er juillet de cette année, les choses étaient déjà bien balisées et sécurisées pour permettre justement à cet apprenti de pouvoir effectuer sa formation et son emploi dans les meilleures conditions. Et ça a été vraiment quelque chose de sécurisant pour tout le monde, que ce soit l'employeur, l'apprenti et le CFA. Donc, c'est un exemple, mais qui peut aussi se multiplier dans plein d'autres circonstances. Mais voilà, c'était pour vous montrer en quoi l'anticipation peut être intéressante et nécessaire dans le cadre d'un recrutement. Quand on le peut, hein, on comprend bien que parfois on est aussi très dans l'urgence et les situations sont toutes différentes, mais quand cela est possible, c'est vraiment intéressant. Et cela est valable dans le cas d'un apprentissage, mais également dans le cas d'un recrutement classique. Hein. Si je complète, Aude, on peut tout à fait contacter le Cap emploi dès le démarrage pour ne pas attendre que la personne rencontre des difficultés sur son poste et pouvoir déjà être en relation, déjà avoir identifié ensemble les contraintes du poste de travail, etc. Et comme ça évite de traiter les situations dans l'urgence. Évidemment, hein, j'abonde dans votre sens quand cela est possible, puisque parfois c'est pas prévu, c'était un handicap invisible, on ne savait pas. Donc voilà, bon, c'est pas possible dans tous les cas, mais en tout cas, un mot-clé, l'anticipation, ça, on doit en retenir un, ce serait celui-là. Est-ce que, Aude, vous auriez d'autres bonnes pratiques justement à partager aux employeurs qui sont présents aujourd'hui dans leur relation avec Cap Emploi? Si c'est un employeur qui souhaite travailler avec vous en partenariat, quelles seraient les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Les bonnes pratiques, c'est surtout pas hésiter à nous contacter. On parle de projet de recrutement, mais vous pouvez aussi avoir rencontré vous-même une personne, alors dans le cadre d'un duodé ou autre, et vous souhaitez la recruter, elle est en situation de handicap, vous avez besoin de sécuriser aussi son intégration. Faut pas hésiter aussi à nous contacter. Donc vraiment, c'est en fait, j'ai envie de vous dire, vous posez pas trop de questions, c'est-à-dire si vous avez besoin d'une information, d'une sensibilisation, si vous avez un projet de recrutement, si vous avez déjà recruté mais que vous souhaitez avoir des éléments pour sécuriser en termes d'aménagement ou autre, il faut surtout pas hésiter à nous contacter en anticipation, mais on sait aussi très vite s'adapter en fonction des besoins des entreprises. Donc voilà, même si c'est parfois un peu dans l'urgence, il faut surtout pas hésiter à nous contacter, puisque les conseillers sur le terrain ont aussi l'habitude d'être plutôt réactifs et de venir rapidement à votre rencontre pour solutionner, voire même vous proposer des profils. Donc faut surtout pas hésiter à nous contacter. Voilà. Super. Eh ben, on retiendra ce message-là. Et en effet, Cap Emploi vous accompagne donc sur la partie accès à l'emploi, à la fois sur le recrutement et ce qui était écrit sur la slide, et on l'aura compris à travers l'exemple d'Aude. C'est également un accompagnement pendant l'intégration, le suivi dans l'emploi, et on va le voir maintenant avec la deuxième partie sur le maintien dans l'emploi. Je prends juste une dernière question éventuellement de Bruno qui nous demande comment tout cet accompagnement de Cap Emploi se combine par rapport au rôle du médecin du travail. Et on complétera aussi, on en parlera tout à l'heure avec Delphine sur la partie maintien, mais peut-être Aude, est-ce que vous avez une réaction sur la question du médecin du travail? Alors, le médecin du travail, dans le cadre de tout recrutement, la personne est reçue par le médecin du travail qui valide l'aptitude de la personne. Parfois, et c'est vu très récemment,
où, suite à une période de stage de 2 fois 15 jours, le médecin du travail s'interrogeait sur les restrictions médicales et on a travaillé avec la collectivité pour présenter au médecin du travail des fiches de poste en montrant que le poste, les contre-indications de la personne avaient bien été prises en compte et sont bien prises en compte. Il y avait déjà du matériel qui avait été adapté pour un autre salarié. Et donc, à travers avec la collectivité, le cas le médecin du travail, on a pu mettre en place, on va dire, les outils et les moyens nécessaires à la sécurisation de l'emploi de la personne. Donc, forcément, le médecin du travail, il va être un partenaire et décide, en effet, si la personne est apte à poursuivre sur son poste de travail. Mais on arrive régulièrement en échanger, idéalement en amont, mais tant que la personne n'est pas salariée, c'est vrai que c'est compliqué d'aller solliciter un médecin du travail, mais voilà, on a des relations étroites avec les médecins du travail. Super. Eh ben, merci beaucoup à la fois pour toutes vos questions sur le chat et Aude pour toutes ces apports, ces réponses que vous avez pu nous apporter. On le verra, hein, le rôle du médecin du travail, il est évidemment un acteur clé également dans le maintien dans l'emploi. Aude le disait, quand la personne est salariée, en plus, en principe, c'est plus facile d'identifier en tout cas cet acteur-là. On va justement passer sur cette partie maintien dans l'emploi. Alors d'abord, peut-être une petite réflexion là-dessus. Pour être dans le maintien dans l'emploi, il faut aussi, pour en tout cas solliciter l'intervention de Cap Emploi, que la personne ait une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou en tout cas qu'on ait identifié des risques d'inaptitude, etc. Ou qu'elle fasse la démarche. Ou qu'elle fasse la démarche. Ou qu'elle soit en cours de démarche, en tout cas, vers une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Or, vous le savez, hein, vous qui accompagnez des agents au quotidien en tant qu'employeur, c'est pas toujours évident d'avoir la personne qui, à la fois, parle de son handicap au sein de l'organisation, accepte déjà sa situation, puisqu'on sait qu'il y a toutes les questions de deuil, d'acceptation du handicap. On peut avoir des temporalités très différentes selon les personnes, selon la situation. Des personnes vont aussi compenser elles-mêmes leur handicap sans avoir ressentir le besoin d'en parler. Alors, comment s'y prendre en tant qu'employeur? Quelles questions faut-il se poser? On avait envie de vous partager quelques premières réflexions, ou en tout cas quelques enjeux sur cette question du maintien dans l'emploi, qui vont être les suivantes. Est-ce que le climat de confiance dans l'organisation permet justement à ces personnes qui sont soit en risque d'inaptitude avec des problématiques de santé, est-ce que ces personnes ont le champ libre, en tout cas ressentent la liberté de s'exprimer? Est-ce que le collectif de travail et les managers sont aussi dans la boucle, ont été sensibilisés à ces questions? Et donc, on va être vraiment dans une réflexion, on va le voir sur le maintien. À la fois, on va accompagner la personne, mais on va être dans une démarche vraiment inclusive dans le sens où on va mettre dans la boucle une réflexion de quelle va être la place de la fragilité dans l'organisation, comment est-ce que la parole va pouvoir circuler, comment les personnes vont se sentir à l'aise finalement pour parler de leur handicap, soit au service handicap, au service RH, au médecin du travail, etc. Ensuite, une fois qu'on aura identifié des personnes avec des difficultés de santé qui vous l'auront partagé, il existe en effet des bons arguments à mobiliser pour permettre que ces personnes s'engagent dans une démarche de reconnaissance. Hein. Et on va parler en premier lieu déjà de situation de handicap. Ça aussi, hein, ça va être lié à la démarche vraiment inclusive. On réfléchit sur l'environnement de travail et on ne parle plus aujourd'hui de personnes handicapées, on parle vraiment de situation de handicap depuis la loi de 2005 qui met en avant cette notion d'environnement. On va pouvoir expliquer aussi en quoi la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé va permettre de déclencher un certain nombre d'aides. On va le voir avec Delphine, notamment sur des aménagements de poste, de la compensation. Et donc, on va pouvoir déclencher cet accompagnement de maintien dans l'emploi. Bienvenue à Delphine Lasep, donc, qui est déjà intervenue à quelques reprises. Delphine, la première étape, maintenant qu'on a échangé sur ces quelques enjeux, ça va être de signaler la situation. Alors, comment on s'y prend? Quels sont les acteurs qui sont dans la boucle et qui peut signaler un agent qui se retrouve en difficulté? Eh bien, tout le monde. Le signalement, donc, la plupart du temps, ça reste quand même le médecin du travail. Mais ça peut très bien être l'établissement.
Ça peut être également l'agent directement ou des partenaires. Dans certains cas, la MDA peut très bien en fait, nous signaler une situation. Quel que soit le signalement ou la personne en fait, qui est à l'initiative du signalement, on mettra toujours le médecin du travail dans la boucle. Ouais, c'est-à-dire qu'on fera toujours une information auprès du médecin du travail qui reste le coordinateur de nos actions. Et alors, à quel moment, donc là, on a bien compris que ce soit l'employeur, l'agent peut aussi vous solliciter. Hein. Oui, alors c'est déjà arrivé, même un collègue. Un collègue de travail. Ça peut être, voilà, toute personne. Dans tous les cas, nous, on est tenu, voilà, de traiter le signalement et derrière, de toute façon, voilà, on informe le médecin du travail. Et alors, à quel moment est-ce qu'on identifie une problématique sur un poste? Est-ce que vous avez, Delphine, je ne sais pas, soit un exemple ou soit généralement ce qu'on vous rapporte comme situation, à quel moment du parcours? Est-ce que c'est simplement une suspicion, un collègue qui va dire bah, j'ai l'impression qu'un tel ne va pas très bien en ce moment? Voilà, comment ça se passe à quel moment, en tout cas, du parcours professionnel ou à quel moment la situation de la personne, on va venir vers vous? Alors, en règle générale, bon, du coup, je rejoins ma collègue Aude. C'est très bien anticipé. Mais il y a effectivement la réalité du terrain qui est celle-ci, c'est qu'en général, on va nous solliciter quand on constate qu'il y a de nombreux arrêts ou un arrêt long. Parce que du coup, ça renvoie un signe assez fort de la situation de la personne. Effectivement, dans certaines situations, la personne s'est exprimée, donc on peut intervenir assez rapidement. Mais en général, quand la personne ne s'est pas exprimée, effectivement, l'arrêt, ou quand c'est le médecin du travail qui nous fait un signalement, effectivement, le médecin du travail a des informations que souvent l'établissement n'a pas. Et là, du coup, c'est souvent le médecin du travail qui peut parfois anticiper quand il a l'information également. Mais en effet, on va essayer de repérer les signaux faibles que vont être soit des arrêts de travail répétés, ça peut être aussi, moi je pense à par exemple des somnolences sur le lieu de travail, ça peut être voilà, une humeur ou une personne qui va avoir tendance à s'isoler. Enfin voilà, en tout cas, il faut être attentif, je pense, aux différents signaux faibles. Alors en effet, les arrêts de travail répétés, ça va être vraiment un des éléments clés. Et toujours, oui, Delphine. Ça peut être un des signes, c'est quand une personne, depuis plusieurs années, est en poste, qu'elle a toujours effectué son travail correctement et qu'on identifie, alors j'aime pas dire le terme productivité, mais qu'on voit qu'il y a des difficultés. Là, ça peut être aussi un des signes. Alors, ça peut être effectivement, ça peut être aussi un signe qu'il peut y avoir des difficultés en lien avec le travail, mais ça peut être aussi certains signes en lien avec une situation de santé. Ou là, c'est surtout, en fait, ce sont des signes qu'on retrouve souvent au niveau des troubles cognitifs ou au niveau des pathologies psychiques, effectivement. Oui. Donc, ça va être finalement toute modification inhabituelle ou peut-être surprenante, que ce soit dans la façon d'exercer son travail, dans la relation avec les collègues, etc. En tout cas, être vigilant, que ce soit envers ses collègues ou voilà, il n'y a pas seulement le correspondant de handicap ou le médecin du travail ou le service RH qui va être vigilant à ces différents signaux faibles. Vous, en tant que collègue aussi, avez une responsabilité, en tout cas être bienveillant, vigilant les uns envers les autres. Alors ensuite, si on... Oui. Pour les collègues, c'est très rare et je ne conseille pas spécialement. Il vaut mieux que ce soit voilà, au niveau hiérarchique ou responsable. C'est très, très rare. Oui, bien sûr. Alors, si on reprend de la même manière que sur la partie recrutement, un peu les différentes étapes par lesquelles on va passer dans l'accompagnement sur la partie maintien dans l'emploi. On va commencer par le commencement. Delphine, voilà, quand on vous a signalé une situation, vous allez d'abord rencontrer l'agent qui va être concerné. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu peut-être 3 questions clés que vous posez aux agents ou en tout cas les éléments que vous allez aller rechercher dans ce premier rendez-vous avec l'agent?
Oui, alors avant tout, je réponds juste à une question que j'ai pu voir. Il vaut mieux informer l'agent au préalable d'un signalement. Même si, voilà, vaut mieux qu'il soit informé parce qu'après, on le contacte en première étape. Ce qu'on va chercher à comprendre lors de ce premier rendez-vous, c'est quelle est sa situation. Donc, est-ce qu'il est en arrêt ou en poste? Depuis combien de temps? Quelle est sa situation de santé? Ce qu'il peut nous dire. Alors, il n'y a pas d'obligation. Et son poste et quelles sont les conséquences sur son poste. Et je lui pose aussi des questions sur l'environnement de travail aussi. Est-ce qu'il perçoit des choses au niveau de son collectif de travail? Super. Voilà. Alors, une fois que vous avez cerné un petit peu la situation avec l'agent, peut-être que d'ailleurs ça peut se passer en plusieurs rendez-vous. Je ne sais pas si parfois ça nécessite de se rencontrer plusieurs fois avant de rencontrer l'employeur. Ça peut. Ça peut. En général, c'est un rendez-vous, mais en fonction de la complexité de la situation, je peux proposer un autre rendez-vous. On s'adapte, c'est du sur-mesure. Bah, encore une fois, je crois qu'un autre mot-clé à part l'anticipation, on le verra, ça va être l'adaptation. Total. On sait quand on commence, on ne sait pas quand ça se termine et on ne sait pas ce qu'on va proposer. J'ai des employeurs qui effectivement me posent la question, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Tant que je n'ai pas en fait pu avoir une analyse de la demande avec effectivement la prise en compte de la situation de l'agent à cet échange-là et puis un premier échange avec l'établissement et aussi des fois le médecin du travail, je ne peux pas vraiment répondre. J'ai des pistes, mais ça peut changer. Comment ça? Il n'y a pas de recette magique, de recette toute faite? Ça saurait. Donc, en effet, non, blague à part, évidemment, on est sur mesure et on est sur de l'accompagnement individualisé ou du moins sur mesure par rapport à la situation à la fois de la personne et de l'établissement. Alors justement, quand vous entrez en contact avec l'établissement, qu'allez-vous questionner, même question, qu'allez-vous questionner ou observer avec l'employeur? Alors, donc, juste le prérequis, c'est vrai que je ne l'ai pas redit, le prérequis de nos interventions, c'est bien l'accord de l'agent et l'accord de l'établissement. À tout moment, les deux peuvent mettre fin à notre accompagnement. Ça, c'est important de le savoir. Il n'y a pas d'obligation. Et donc, ce qu'on organise, c'est un rendez-vous au niveau de l'établissement donc avec un premier temps d'échange sans l'agent. L'objectif, c'est déjà de se présenter, parce que la plupart des établissements ne nous connaissent pas, de présenter nos actions et de leur poser la question sur à quel niveau d'information ils sont et qu'est-ce qui a été mis en place. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les établissements ne nous ont pas attendus pour mettre en place des actions. Et c'est aussi pour nous très important puisqu'en fait, ça nous permet aussi d'adapter ce qu'on va proposer par rapport à ce qui a déjà été mis en place. Oui. Voilà. Et du coup, il y a un second temps d'échange avec l'agent. Donc d'abord, vous rencontrez l'employeur seul, ensuite, on se réunit en tripartite avec l'agent, l'employeur et le conseiller Cap Emploi. Et souvent avec le médecin du travail. Et avec le médecin du travail. On demande automatiquement à chaque rendez-vous en établissement au médecin du travail s'il peut être présent. Ok. C'est important. Super. En effet, ça va permettre aussi des relais, j'imagine, une fois que votre accompagnement prend son terme. J'ai une question un peu triviale, Delphine. Quelles seraient les bonnes raisons qu'un accompagnement échoue? C'est-à-dire que voilà, qu'il n'aille pas au bout ou qu'il y ait des freins un petit peu dans la démarche mise en œuvre? J'ai envie de dire, il n'y a pas d'échec. Non, en fait, on n'est pas au résultat. C'est-à-dire que dans une démarche, voilà, l'objectif, c'est que chacun, en fait, puisse apprendre de la démarche, comme moi également. Ce qui va, dans tous les cas, il faut que
En fait, que ce soit l'agent ou que ce soit l'établissement, il faut que les deux parties souhaitent vraiment un maintien. C'est-à-dire que au préalable, si un agent nous dit qu'il est d'accord pour l'accompagnement, ce n'est pas un accord sans s'investir. Et c'est la même chose pour l'établissement, c'est-à-dire que nous, on intervient dans le maintien et dans le reclassement interne. Donc, l'établissement, il faut que quand il nous fait intervenir ou quand il est d'accord pour qu'on accompagne, qu'il soit bien dans une logique de maintien et de reclassement interne. Même si ça n'aboutit pas. Voilà. Même si nous, en fait, on va accompagner et si ça n'aboutit pas, on peut effectivement conseiller et donner le relais à nos collègues de Cap Emploi Insertion. Super. Voilà. Génial. Donc, en effet, hein, un des prérequis majeurs, ça va être la volonté des deux parties d'aller de l'avant, si je résume. Voilà. Oui, même si effectivement, il n'y a pas, voilà, on n'est pas, le résultat, on ne sait pas où on va. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais à minima, d'avoir cette volonté. Alors maintenant, troisième étape sur notre petit schéma. Une fois qu'on a la volonté des deux personnes, qu'on a fait un peu l'état des lieux, qu'on a échangé avec l'agent, que le médecin du travail est dans la boucle, Delphine, quels sont les types d'actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre, même si on l'a vu, hein, il n'y a pas de recette magique, donc vous n'attendez pas à la recette du maintien réussi à 100%, mais quels sont les types d'actions possibles que vous allez pouvoir déployer à condition, on le répète, que les deux parties soient volontaires? Alors bon, du coup, on a un panel, on va dire, de types d'actions extrêmement large, puisque comme ma collègue Aude le disait tout à l'heure, déjà, on a des environnements qui sont très, très variés, avec des situations de santé très variées. On peut très bien être sur un aménagement technique physique, on peut être sur un aménagement organisationnel, de la formation, du reclassement interne. Voilà, c'est très, très large. On est vraiment une boîte à outils, j'ai envie de dire. Et on peut faire effectivement également intervenir des prestataires d'appui spécifiques. Voilà, c'est très large. On a des situations de santé tellement variées qu'effectivement, par rapport à une situation de santé avec une déficience auditive ou visuelle ou psychique, on ne va pas du tout mettre en œuvre les mêmes aménagements. Sachant qu'en plus, on peut très bien arriver dans des contextes où, en plus de la situation de santé, on est dans un contexte organisationnel qui change. Donc, du coup, aussi on adapte, on va dire, les accompagnements en fonction du contexte aussi. En tout cas, on va, pour se rappeler ce que je disais en introduction, dans une logique inclusive et dans une logique d'environnement, vous allez autant accompagner… Alors attention, on a pas mal de bruit parasite en effet. Je vais ramener je suis désolée, c'est pas très esthétique. Je vais le mettre proche pour éviter. D'accord. Et merci Céline de nous l'avoir signalé. Simplement rappeler que donc vous allez avoir une action individualisée donc en fonction de la situation de l'agent, mais également un accompagnement potentiellement du collectif, et c'est ce qu'on mettait en jaune sur le graphique, action de sensibilisation. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot, Delphine, justement sur comment est-ce qu'on met le manager, le collectif de travail, l'entreprise dans la boucle, dans cet accompagnement sur le maintien? Alors là, on va être sur des accompagnements. C'est pas les actions de sensibilisation, elles ne sont pas systématiques à chaque intervention. On est vraiment sur des actions ciblées où, en général, on fait intervenir un prestataire d'appui spécifique. Récemment, je suis intervenue pour une personne qui avait une déficience auditive majeure, avec l'intervention d'un prestataire qui a sensibilisé en fait le collectif de travail qui travaille beaucoup en réunion. Voilà, donc avec ces difficultés effectivement liées aux interventions multiples. Super. Voilà, ça peut être des sensibilisations liées à tout type de situation de santé, hein, même au niveau des situations de santé psychique, voilà, visuelle, etc.
Donc, encore une fois, on va faire du sur-mesure et comme on Oui. l'indiquait tout à l'heure sur la Oui. partie insertion-accès, on va pouvoir aller mobiliser des expertises que sont très souvent les prestataires d'appui spécifiques sur des situations très ciblées, justement, Oui. pour pouvoir sensibiliser, avoir quelque chose qui corresponde à la situation rencontrée. Delphine, jusque quand se prolonge votre accompagnement sur la partie maintien dans l'emploi? Eh bien, la durée, elle est en fonction de quand la personne elle est maintenue en emploi et qu'il n'y a plus nécessité de notre intervention. Ok. Donc, il n'y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a une durée vraiment type. Ça dépend aussi de la situation de santé. Si on est sur un aménagement technique, effectivement, voilà, où il n'y a pas d'autres interventions, on peut être sur quelques mois. Comme je vois dans les types d'interventions, la polyhandicap, on en a souvent. Et du coup, il faut y répondre aussi par étapes et en fonction de la situation et puis des conséquences sur le poste et puis du collectif de travail. On va y Voilà, aller. donc vraiment, voilà, ça peut être. J'ai des situations qui durent depuis plus d'1 an, hein, ça c'est sûr. Et en préparant ce webinaire, vous m'indiquiez également qu'on pouvait parfois, selon la situation de l'employeur, mettre en place un accompagnement de plusieurs agents chez le même employeur. Oui, alors j'ai effectivement plusieurs établissements où on a 3, 4 agents, même des fois 5, 6. Du coup, on est plutôt dans une organisation donc, qui va être, on appelle ça des commissions ou voilà, des comités. On organise des réunions tous les 3 mois. Alors, je ne sais pas si c'est fait dans tous les départements. En tout cas, moi, c'est vrai que j'y trouve quand même, une réponse qualitative dans le sens où on a un accompagnement un peu plus régulier. Et du coup, ça nous permet à chaque fois d'aborder toutes les situations de tous les agents au sein de la collectivité ou de l'établissement. Ok, donc encore une idée de cas par cas, hein, selon parfois le contexte organisationnel qui va changer, un nouveau médecin du travail qui arrive. Ça peut voilà, justifier le fait qu'on enclenche cet accompagnement un peu plus globalisé, ou en tout cas avec plusieurs agents, le lancement d'une commission. En tout cas, c'est des pratiques qui existent dans le 49 et peut-être dans d'autres départements. Donc voilà, pas de réponse toute écrite, mais un accompagnement étape par étape, avec les surprises aussi et les évolutions de la situation en cours de route. Donc le maître mot, si on devait résumer cette partie sur le maintien dans l'emploi, ça va être l'adaptation et le sur-mesure. Delphine, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot voilà, pour terminer sur cette partie maintien dans l'emploi? Et sinon, on va passer sur plutôt les bonnes pratiques et je vous laisse poser vos dernières questions. On arrive dans la dernière partie de ce webinaire. Du coup, au-delà de l'adaptation, c'est aussi une question de confiance. On est sur quand même des publics fragiles, autant l'agent que le collectif qui peut être fragilisé. Et du coup, c'est important en fait qu'on ait cette relation de confiance pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir débloquer peut-être des situations voilà, qui sont pas évidentes, qui nécessitaient peut-être voilà, d'avoir quelqu'un d'extérieur. Voilà, la confiance est très importante. Voilà. Je réponds juste à Céline Chassagne, qui accompagne des personnes avec des déficiences auditives. À partir du moment, alors pour ma partie maintien, à partir du moment où elles sont en situation de travail, elles peuvent nous contacter. Mais du coup, là c'est pour la partie maintien. Donc, c'est pour des personnes qui sont déjà en situation de travail. Et donc, pour des personnes qui sont demandeurs d'emploi, ce sera plutôt, hein, on l'a vu en première partie, la partie insertion, accès à l'emploi qu'il faudra contacter, ou en tout cas, vous serez redirigé en interne, hein, puisque maintenant, depuis le rapprochement entre le Cap Emploi et les SAMET qui étaient donc anciennement la partie maintien dans l'emploi, aujourd'hui réunis sous la même bannière Cap Emploi,
Donc, j'imagine, voilà, si vous tombez à la porte de Delphine ou de Aude, elles sauront vous rediriger selon, j'imagine, les types de profils des personnes que vous accompagnez. En tout cas, n'hésitez pas, vous, en tant qu'employeur, à prendre contact avec le Cap emploi de votre département et vous serez redirigé ensuite en interne. J'avais une question justement sur, enfin, il y avait pas mal de questions ou de réactions sur le rapprochement Pôle emploi Cap emploi. Est-ce que, Delphine, dans votre commentaire, il est possible d'inclure cette question? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ou en tout cas, qu'est-ce qui se présage sur voilà, l'accompagnement des personnes avec la perspective du rapprochement Pôle emploi Cap emploi? Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Alors, je vais peut-être prendre la parole parce que, Oui, parce que en termes de rapprochement, nous, maintien, on est ils ne moins. sont pas concernés dans le cadre du rapprochement. C'est vrai que c'est toute la partie accès à l'emploi qui, en effet, le rapprochement avec Pôle emploi va se faire. Alors, par rapport au rapprochement, alors ça, en effet, les choses se mettent en place. Il y a eu des Cap emploi pilotes. Aujourd'hui, là, on est sur le déploiement. Alors, dans le 22, par exemple, là, on commence à partir d'octobre-novembre. Donc, les conseillers Cap emploi vont réaliser leurs entretiens au sein des agences Pôle emploi. Donc, on parle du lieu unique d'accompagnement, c'est-à-dire que peu importe que toute personne en situation de handicap seront reçues dans les agences Cap emploi, Pôle emploi, pardon. Ça change quoi? Ça change que au sein des pôles emploi, il va aussi y avoir des conseillers Pôle emploi qui vont avoir des accompagnements, on va dire à dominante TH, c'est-à-dire qu'ils auront dans leur accompagnement une majorité de personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est de pouvoir faire mieux et plus pour les personnes en situation de handicap, et que le fait que le Cap emploi soit dans ce lieu unique d'accompagnement, c'est aussi de permettre d'aider à l'acculturation sur le handicap. On aura des temps dédiés entre les agents Pôle emploi dominante TH et les conseillers Cap emploi, des temps dédiés d'appui expert, où là, on va pouvoir justement échanger sur des situations particulières, venir aussi, de par notre expertise sur le champ du handicap, compléter aussi les compétences des conseillers Pôle emploi. Et l'objectif, c'est de pouvoir, en effet, qu'on soit accompagné par le Pôle emploi et Cap emploi, que les personnes en situation de handicap puissent avoir les meilleures informations possibles et les outils possibles. Donc, voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors, c'est vrai qu'après, la question que j'ai vue dans le chat, c'est comment ça va se passer, qui relèvera plutôt d'un accompagnement Cap emploi, plutôt d'un conseiller Pôle emploi à dominante, on va dire, travailleur handicapé. Ça va se faire surtout sur les notions dont je vous ai parlé tout à l'heure à demi-mot de reconstruction. On appelle ça la notion de rétablissement, c'est-à-dire que les personnes qui auront d'un fort besoin de rétablissement, où justement la difficulté à faire le deuil de l'ancien métier sera compliquée, où ils ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus resserré avec justement cette notion de temporalité. Voilà, seront peut-être des personnes qu'on dirigera plus vers un accompagnement Cap emploi. Les choses se mettent en place là vraiment au fur et à mesure, petit à petit. Donc c'est vrai que je peux pas, tant qu'on n'y est pas, qu'on n'est pas dans ce lieu unique d'accompagnement pour le Cap emploi 22, je dis. Voilà, on va faire aussi au fur et à mesure. Chacun va aussi au niveau du Cap emploi et Pôle emploi interagir. Mais l'objectif surtout, et je pense ce qu'il faut garder en tête dans le cadre de ce rapprochement, c'est faire mieux et plus pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Super, merci beaucoup Aude pour ce petit mot. Et Delphine, je crois que vous aviez aussi quelque chose à rajouter tout à l'heure sur la partie maintien. Je vais couper dans votre élan. Ouais, non, j'ai juste vu 2-3 questions que je vais y répondre rapidement. Concernant l'emploi accompagné, il faut savoir que effectivement, nous, l'emploi accompagné est un dispositif qui va être sollicité quand tout a été mis en œuvre au niveau du droit commun, notamment notre intervention. Donc nous, effectivement, moi, j'ai plusieurs situations où je fais le relais. C'est-à-dire que on va en fait tout mettre en œuvre pour que quand il y a une demande d'emploi accompagné, le collectif est prêt, l'agent est prêt et le contexte, au niveau de l'employeur, voilà, c'est pour pérenniser ce qu'on a mis en place en fait en amont. Et on le fait régulièrement. Moi, j'ai régulièrement des demandes d'emploi accompagné, surtout sur des publics avec des pathologies psychiques ou troubles cognitifs. Où là, l'objectif, c'est vraiment, comme on a mis en fait en œuvre des aménagements, d'être sur un suivi pérenne.
Donc ça, pas de souci, nous on le fait et on travaille très bien. En tout cas dans le 49, on travaille tous en réseau. Donc je rejoins Aude. L'objectif c'est vraiment la personne et l'établissement pour que tout soit mis en œuvre. Et concernant donc les périodes de préparation au reclassement. Ah mince, du coup, l'emploi accompagné, je vous invite à voir une vidéo du réseau. Je crois que vous aviez fait une petite vidéo de présentation, je crois. Il y a eu des webinaires, des vidéos là-dessus. Donc, en effet, on vous redirigera, Cécile, vers les contenus adaptés. Sinon, je vais monopoliser tout le reste du temps. Et puis, du coup, sur les périodes de préparation au reclassement, effectivement, nous, au niveau du service maintien, on est sollicité. Alors, pas pour... nous, notre rôle pour les périodes de préparation au reclassement, c'est d'accompagner les établissements dans la définition d'un projet avec l'agent. Cependant, on n'intervient pas sur le travail du CV ou des lettres de motivation. Voilà, on va vraiment être et nous, on va être vraiment sur le champ du reclassement interne. Cependant, dans le cas du reclassement externe, on intervient, on fait le lien avec nos collègues du Cap Emploi. Ça nous est arrivé dans le 49. Voilà. Donc, il y aura des relais, en effet. Oui, on peut nous solliciter. Nous, on est sollicité. Là, dernièrement, cette semaine, j'ai eu un rendez-vous avec un établissement où on travaillait sur la période de PPR, à savoir qu'est-ce qu'on y met et puis quelles sont les étapes. Super. Merci en tout cas. Peut-être en résumé, on a parlé de beaucoup de choses ce matin. On a parlé de confiance, d'anticipation, plein de choses. Je vous ai mis un petit résumé. Peut-être je vous laisse prendre la parole l'une après l'autre pour conclure ce webinaire et on dira ensuite un petit mot du conventionnement avec le FIPHFP pour aller encore plus loin dans les accompagnements possibles. Mais d'abord, quel serait en clôture de ce webinaire votre bon conseil et une erreur à éviter pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap? Qui souhaite commencer? Forcément, on va commencer en même temps. Allez-y, Aude. Alors, bien s'entourer, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. L'accompagnement Cap Emploi, c'est aussi de s'entourer, alors en effet du Cap Emploi, mais aussi de tous les partenaires qu'on pourrait être amené à solliciter. Donc, on n'est pas seul face à une difficulté, face à un recrutement, face à quoi que ce soit, et de se dire, d'avoir le Cap Emploi peut être un petit peu cette boîte à outils ou le chef d'orchestre, un peu comment on peut l'appeler, pour aider justement à bien s'entourer et pour faire en sorte que les situations puissent se résoudre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et une erreur à éviter, Aude, peut-être? Alors moi, l'erreur à éviter, c'est de partir du postulat qu'il y a certains postes ou autres qui ne sont pas ouverts à des personnes en situation de handicap, que ce soit des postes avec un niveau de formation important ou des postes qui vont demander une résistance physique ou autre. Voilà, il n'y a pas de règle. Alors, je dis pas qu'on aura pléthore d'aides-soignants, on aura pléthore c'est des métiers où on sait c'est des postes en tension, mais voilà, faut pas se limiter. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de pas avoir de préjugés sur des postes qui pourraient être adaptés ou pas à des personnes en situation de handicap. Il y a tellement de situations individuelles qu'il faut vraiment se laisser le champ des possibles. Super. Delphine. Faut pas hésiter en fait à nous poser la question. Bon, dans le 49, c'est vrai que je travaille avec certains établissements. Il n'y a pas de questions entre guillemets bêtes. Voilà, faut pas hésiter à nous poser la question et à pas rester seul. Voilà, il n'y a pas d'obligation non plus donc dans nos accompagnements. Donc voilà, si on peut et si ça relève de notre champ, pas de souci. Si ça ne relève pas de notre champ, à minima, on peut vous conseiller. Il n'y a pas de. C'est surtout ça, oui. Vouloir tout faire tout seul, c'est pas forcément évident. Et bon, moi je trouve que la pluridisciplinarité est très importante. Super. Voilà. Et on l'a vu, que ce soit avec le médecin du travail, avec le dispositif emploi accompagné, avec les prestataires d'appui spécifiques, avec le Cap Emploi, on voit qu'il y a tout un écosystème en fait qui existe
sur la question de l'accompagnement du handicap, que ce soit dans l'insertion, dans le maintien dans l'emploi. Donc, en effet, éviter de vouloir tout faire tout seul en interne. Delphine Bellegarde, est-ce que vous souhaitiez aussi partager un petit conseil ou une erreur à éviter? Et puis, on va en profiter pour élargir aussi pour les employeurs qui nous écoutent. En effet, il y a eu une réaction sur le chat tout à l'heure. L'enveloppe disponible des aides du FIP est aussi limitée. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions là-dessus? On va y venir. Mais avant, peut-être un petit conseil, Delphine Bellegarde-Rieu, à adresser aux employeurs ici présents. Le bon conseil, c'est ne pas hésiter à contacter le Cap emploi, que ce soit pour insérer ou pour maintenir dans l'emploi et développer une politique RH inclusive. Vous avez compris, hein, le Cap emploi fait partie du service public de l'emploi, donc au même titre que Pôle emploi et que les missions locales. C'est un expert pour l'employeur et pour la personne accompagnée. Qui a à sa main une boîte à outils très large de spécialistes notamment qui peuvent venir intervenir, notamment les prestations d'appui spécifiques. Pour répondre à une des questions sur les prestations d'appui spécifiques, il est important que la notion de handicap soit indiquée sur la fiche de la prestation spécifique pour bien mobiliser le bon acteur, puisque le prestataire a une spécificité et une technique sur un des handicaps à accompagner. Le Cap emploi est intégralement financé par Pôle emploi, par la GFIP et le FIP, donc c'est un service entièrement gratuit. Et c'est le cas également pour les prestations qui sont délivrées derrière, qui sont des prestations sur mesure. Et vous l'avez compris, c'est environnement à ses besoins de compensation. Donc l'important, c'est vraiment d'être dans cet accompagnement sur mesure. Pour répondre à une question aussi qui était posée sur les financements du FIPHFP, le FIPHFP accompagne l'employeur public dans son obligation légale d'insérer et de maintenir dans l'emploi au moins 6% de personnes en situation de handicap. Donc, il ne se substitue pas à l'obligation de l'employeur, il vient l'aider dans la mise en œuvre de son obligation. Donc, sur l'aménagement de poste, on peut aller jusqu'à 10 000 € en fonction de la situation et des préconisations qui sont établies, et surtout pour répondre aux besoins de compensation de l'employeur. Il peut arriver que, en développant une politique RH inclusive, et de plus en plus de personnes en situation de handicap, c'est ce qui est souhaité par tous les acteurs. Du coup, la mobilisation des aides par la plateforme, qui sont plafonnées à 40 000 € par an, peut être effectivement insuffisante. Mais si l'employeur veut développer une politique RH inclusive, le FIPHFP peut être à ses côtés également pour pouvoir conventionner ensemble et fixer les objectifs qui correspondent en termes de recrutement, en termes de maintien dans l'emploi, en termes de reconversion, reclassement, en termes de formation et en termes de sensibilisation, communication interne pour que le handicap ne soit plus un tabou mais devienne quelque chose de tout à fait classique et de la représentativité, de la mixité de la société. On peut partir sur un conventionnement sur mesure en fonction des besoins identifiés et du partenariat qui sera créé avec l'employeur. Et là, le montant financier correspond à la fois aux objectifs et aux moyens mis en place. Donc, il ne faut pas que l'employeur se dise le plafond de 40 000 € est une limite à ne pas atteindre parce qu'autrement, je ne pourrais plus accompagner mes agents. Au contraire, allez-y, faites le maximum, essayez de développer au maximum une politique RH inclusive et le FIPHFP sera à vos côtés si vous le souhaitez via le conventionnement. Super. Génial. On a répondu à toutes les questions parce que j'ai vu défiler beaucoup de questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Là, je regarde en même temps, il nous reste 3 minutes. Donc, on peut. Alors, j'ai une question de Farid sur l'onglet questions. Doit-on ou peut-on s'inscrire nous-mêmes à Cap emploi en tant que RQTH,
mais en même temps garder notre conseiller Pôle emploi. Donc, si je comprends bien, voilà, une personne qui est elle-même reconnue RQTH, mais qui souhaite s'inscrire dans les 2 maisons. Est-ce que c'est possible? Non, on ne pourra pas. Alors, ça ne se faisait pas auparavant, mais on aura un référent au sein du Pôle emploi. Ça sera soit un conseiller Cap emploi ou un conseiller Pôle emploi. Ceci étant dit, comme on travaillera en étroite collaboration, la situation de la personne, elle pourra être échangée et les expertises des uns et des autres pourront forcément aider la personne dans le cadre de son projet. Donc, peu importe, après, ça sera en fonction des besoins où le conseiller Cap emploi ou Pôle emploi sera le plus approprié. Et en tout cas, vous pouvez bénéficier des mêmes dispositifs. Ça, c'est pas la… Voilà. Tout à fait. Pour compléter les propos de Aude, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est un guichet unique, en fait, qui est mis en place dans le cadre du rapprochement Pôle emploi, Cap emploi. Il y a une team TH, c'est appelé comme ça en interne. Donc, c'est une équipe dédiée aux personnes, à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des demandeurs d'emploi en situation de handicap, parce qu'on est vraiment sur le volet insertion. Et donc, c'est un collectif d'emploi qui monte en compétence sur la reconnaissance et l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des conseillers Cap emploi, qui, eux, ont déjà cette expertise par rapport à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, puisque c'est leur savoir-faire depuis toujours. Et du coup, c'est ce collectif de travail qui va examiner au cas par cas qu'il sera le meilleur conseiller pour accompagner la personne en fonction de ses besoins. Super, merci à toutes les 3. Je vous propose de s'en arrêter là puisqu'il est 11h59, il ne va pas tarder à être midi. Je vous avais promis 1h30 ensemble ce matin et on n'a pas pu répondre malheureusement à toutes les questions. On a essayé d'en prendre le maximum. En tout cas, on espère que ce webinaire vous aura plu, vous aura apporté des informations. Vous aura donné envie aussi de travailler en étroite collaboration avec Cap emploi. Vous l'aurez compris, leurs portes et leurs téléphones sont grands ouverts pour recevoir. Là, je pense que cet après-midi, vous allez recevoir une déferlante ce webinaire. En tout cas, je vous remercie très sincèrement toutes les 3 de votre participation à cette intervention. Donc, je le rappelle, on était dans le cadre d'un webinaire national organisé par le FIPHFP. Ce webinaire s'inscrit dans une série qui dure toute l'année, qui a été lancée au mois d'avril. Vous avez donc accès à un webinaire tous les 15 jours avec des thématiques très, très variées. Vous pouvez retrouver aussi les replays sur le site internet du FIPHFP. Le prochain événement sera sur l'écosystème de l'apprentissage. Il y a eu des questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter sur les relations avec les centres de formation, etc. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce prochain webinaire national qui aura lieu lundi 18 octobre. Je vous remercie pour votre présence assidue, pour toutes vos questions et je vous dis donc à bientôt et merci mesdames. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée.